Projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Vers une édition record, le sommet Choose France ouvre ses portes aujourd'hui au château de Versailles en présence d'Emmanuel Macron. Les investissements qui sont faits aujourd'hui sont le fruit de mois, voire d'années de négociations. 180 chefs d'entreprises étrangères y sont attendus et pour cette 7e édition, le montant des investissements est record. Des investissements à plusieurs milliards d'euros, c'est pas un patron qui passe, qui arrive à Versailles, qui dit c'est bien beau ici, j'investis 2 milliards. C'est pas comme ça que ça se passe. 15 milliards d'euros pour 56 projets. La France est extrêmement attractive. D'abord, ses compétences en ingénierie, en logistique, en intelligence artificielle, ses startups, ses licornes. Au total, ça devrait permettre la création de 10 000 emplois dans l'Hexagone. Et donc ce sommet Choose France à Versailles qui a présenté, vous l'avez entendu, 56 projets, des engagements d'investissement de l'ordre de 15 milliards d'euros avec 180 dirigeants internationaux. Et parmi les faits marquants, Microsoft qui avait annoncé un investissement de 4 milliards d'euros et Amazon 1,2 milliard entre autres. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ces annonces sont de nature à créer une nouvelle baisse du chômage en France? Est-ce que les services sont encore trop importants parmi ces investissements plutôt que de compter sur les multinationales étrangères comme Microsoft ou Amazon? Est-ce qu'on ferait pas mieux d'aider plus nos PME pour qu'elles deviennent des ETI et ensuite des grandes entreprises? Et à cette question, Choose France, la France est-elle sur la voie de la réindustrialisation? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir? Tiens, vous êtes entrepreneur, le 0826 300 300. Et on va demander à un spécialiste, Sylvain Bersinger qui est avec nous, chef économiste chez Aster. Est-ce qu'il y a un cabinet de conseil dans le domaine économique? Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Philippe Bilger, cette annonce de dire que finalement c'est un investissement inédit, incroyable. Est-ce qu'on ne fait pas un peu des caisses? Alors d'abord, puis-je remercier mes chers animateurs d'avoir d'emblée repris une habitude qui consistait à choisir un sujet où mes ignorances vont être absolument transparentes. Mais seulement pas. Mais plus sérieusement, c'est le cas dans tellement de sujets. Plus sérieusement, méchanceté. c'est l'esprit. Il faut le reconnaître. Non, mais plus sérieusement, il me semble, quand j'entends la présentation qu'a faite Philippe du sujet très intéressant, qu'il a émis un certain nombre d'objections de manière assez négative, qui paraissent validées par le score impressionnant des auditeurs, qui me surprend tout de même. Et moi-même, en ne discutant pas le bien fondé de ces objections, je continue tout de même, sous le contrôle de notre invité, à dire que je vois mal comment on peut trouver totalement négative cette approche qui est caractérisée par une multitude de projets et d'investissements. Vous avez rappelé, Cécile, les 4 milliards, les 15 milliards en gros, peut-être au détriment d'entreprises qui sont plus petites, mais de toute manière, on ne peut pas se plaindre structurellement de cela. Ça représente un progrès qu'il faudra compléter. Ça tombe bien en pleine élection européenne. Moi, j'ai envie d'être positif, comme Philippe m'y invite. Déjà, je trouve que Emmanuel Macron, faut lui reconnaître ça, a pris dès 2017 le sujet en main de l'attractivité de la France à l'international. Que ça soit une simple opération de communication ou non, en tout cas, il a pris le sujet. Le deuxième élément, c'est que Emmanuel Macron a également mis en perspective une démarche peut-être communicante et uniquement communicante, mais de réindustrialisation au travers de l'identification d'un peu plus de 1185 PME ETI sur le territoire national. Après, moi ce qui m'ennuie vraiment dans ce sujet-là, c'est qu'on parle de 15 milliards, mais à aucun moment on nous dit qu'est-ce qu'il y a en contrepartie des 15 milliards. C'est ça. Quelle entreprise, que les entreprises étrangères mettent 15 milliards, c'est super, mais l'État français, il met quoi sur la table? Il met des subventions, il met des baisses d'impôts ou des exemptions d'impôts, etc., etc. Et enfin, le dernier point, c'est que à la fin du fin, on n'a jamais l'histoire, on ne sait jamais ce qui s'est passé en termes de retour d'expérience. Est-ce que finalement, 5 ans après, ce sujet-là, il a été efficacement mené et géré, ou est-ce que ça a été un fiasco? Oui. Alors pour le coup, moi je vais m'inscrire un peu en faux. On nous annonce déjà des grands chiffres, comme toujours, beaucoup de com'. Là pour le coup, je suis assez d'accord. Voyons
voyons réellement ce qui est investi dans les années à venir. Parce que c'est comme toujours, les grandes phrases, les grands investissements, les annonces de grands contrats signés qui en réalité ont été négociés depuis 20 ans et le chef d'État en place vient les signer symboliquement. On s'approprie des choses qui ne sont pas nécessairement le travail qui a été accompli par la mandature en question. Premier point, le terme déjà Choose France, pas tellement adéquat quand on veut promouvoir la France en choisissant déjà un terme anglo-saxon. Alors je sais que ça fait peut-être la Startup Nation. Hein. Ouais, c'est ça déjà. Donc je trouve qu'il y a quelque part culturellement déjà dans le choix du titre un problème. Je sais, je suis peut-être rétrograde là-dessus, mais ça me pique un petit peu. Et puis enfin, je rappelle quand même qu'on fait les malins avec 15 milliards d'investissements, mais que pour produire des masques, on a été incapable de trouver des entreprises qui puissent produire de simples masques en tissu, que notre armée est équipée de fusils d'assaut allemands avec des balles tchèques, et qu'on n'est pas fichu de préserver l'industrie avec le savoir-faire de Saint-Étienne qui était merveilleux. Qu'on n'est pas fichu de protéger nos entreprises qui, elles, sont concurrencées, rachetées ou phagocytées par l'étranger, américains en particulier, mais pas que. Donc je trouve que en tout cas je crains plutôt que ce ne soit qu'un cache-sexe qui masque un peu plus une désindustrialisation qui est patente. On a la moitié des investissements allemands. On doit être à 17% d'industrialisation en France. L'Allemagne est à plus de 30%. Non, on est à 9% dans le pays. On est au niveau de la Grèce aujourd'hui. Bienvenue dans la diplomatie française avec Loïc Guérin. Parlons vrai. Sylvain Bersinger, on a vu dans l'histoire de la France des entreprises qui sont arrivées, subventionnées par l'État. Le jour où on leur a enlevé les subventions, ils sont partis. Donc forcément, on est un peu échafaudé, échaudé. Ce qui peut être compréhensible. Non, c'est vrai qu'il y a évidemment, je pense, un petit côté effet d'annonce sur le sommet à Versailles où on annonce des grands investissements, etc. Après, je pense malgré tout qu'il y a aussi du fond. Je pense qu'il n'y a pas que de la com. Sur les éditions passées, les analyses qui ont pu être faites, c'est que globalement, les investissements annoncés ont bien eu lieu. Donc le côté, il y a juste un effet d'annonce, mais en fait, il n'y a rien derrière. Il semblerait que ce soit pas le cas quand une entreprise commence à construire une usine ou met des milliards sur un data center énorme, etc. Elle ne le ferme pas du jour au lendemain. Donc je pense que sur cet aspect-là, j'ai pas trop de crainte. Après, c'est vrai que on annonce 15 milliards, c'est un chiffre très élevé, mais à l'échelle de l'économie française, qui est une économie, le PIB français, c'est à peu près 2500 milliards d'euros. L'investissement des entreprises annuellement en France, c'est un peu plus de 300 milliards d'euros. Donc là, ces 15 milliards, c'est pas sur une année, parce que ces investissements, pour certains, vont être sur plusieurs années. Donc, je pense qu'il y a réellement des investissements. Vous avez parlé de Microsoft, il y en a d'autres dans la pharmacie, etc. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut pas non plus voir toujours le verre à moitié vide. Mais on n'est pas sur des montants d'investissement qui sont de nature à vraiment changer la dynamique de la croissance, à avoir un impact structurel sur le chômage, etc. Donc, soyons optimistes, mais restons lucides sur je pense, l'impact macroéconomique global de ces annonces. Mais la question que soulevait à très juste titre Loïc Guérin, je vais prendre un exemple, il y a 40 ans, c'était le plan acier en Lorraine, où on fermait les usines sidérurgiques. On avait fait venir, je m'en souviens à l'époque, JVC, Daewoo, Panasonic pour faire des micro-ondes, des chaînifiés, etc. On leur avait littéralement payé l'usine, exempté d'impôts, exempté de charges salariales sur les salariés. Et le jour où les aides se sont arrêtées, ils ont tous fermé la boutique pour aller dans des pays à bas salaire. Est-ce qu'on risque pas de revivre la même chose 40 ans plus tard? Alors ça peut être un risque. Après, sur les aides, c'est vrai que quand il y a des investissements, généralement, il y a des aides publiques plus ou moins importantes. J'ai pas l'impression que la France soit forcément le pays le plus agressif là-dessus. Si vous regardez le plan Biden aux États-Unis, les aides publiques sont des montants absolument gigantesques, ce qui explique d'ailleurs pour partie l'envolée des montants investis dans l'industrie aux États-Unis. Donc oui, il y a clairement un risque. Quand il y a un investissement, on peut pas dire, dans 30 ans, dans 40 ans, est-ce qu'il y aura encore cette entreprise, est-ce qu'il y aura un écosystème qui se sera développé autour ou pas? Il peut que certains investissements, en fait, soient un peu des flops et que dans quelques années, on se rend compte qu'en fait, l'usine n'a pas eu sa rentabilité prévue, elle a fermé plus tôt que prévu, etc. Mais je pense pas que ce soit le cas de la majorité des investissements prévus. Allez, Philippe Sylvain Bersinger, lorsqu'on entend l'interrogation, la formulation de l'interrogation de Sud Radio, on a l'impression qu'il y a une alternative. Au fond, ou des grands projets et d'énormes investissements que on vient de rappeler, ou bien des aides plus pragmatiques, plus empiriques à des petites ou moyennes entreprises. Est-on vraiment obligé de choisir dans une politique économique cohérente, ou est-ce qu'on peut faire les deux véritablement?
Je pense qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire que attirer, par exemple, Microsoft qui va faire un énorme data center pour plusieurs milliards d'euros, attirer des fabricants de batteries qui font des gigafactories, des industries qui font des médicaments dans la pharmacie, par exemple, n'empêche pas d'essayer d'aider ou de stimuler aussi les PME locales. Et les deux peuvent même aller de pair, puisque quand vous avez un grand groupe qui arrive, alors on annonce dans le sommet de Choose France les emplois directs, mais aussi de l'activité pour d'autres entreprises, des emplois indirects, des emplois induits. Donc l'arrivée de ces grands groupes, à mon avis, peut être une concurrence des entreprises françaises, mais peut aussi être l'occasion de dynamiser un territoire ou une filière. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément opposer les deux. Et à mon avis, l'attraction de grands groupes étrangers peut être tout à fait cohérent avec une politique d'accompagnement des PME nationales. Est-ce que, Sylvain Bersinger, qu'est-ce qu'on entend dans ces 15 milliards ? Est-ce que ce sont dedans les emplois est-ce que tout ça c'est valorisé à l'intérieur ou c'est hors emploi ? Alors, de ce que j'en ai compris, c'est les dépenses d'investissement. Donc, typiquement, vous construisez une usine, ça va vous coûter 1 milliard pour faire les bâtiments, acheter les machines, etc. C'est ça qui est comptabilisé. Quand vous dites les emplois, je pense que vous voulez parler des coûts salariaux. Je ne crois pas que ce soit comptabilisé dedans. Là, on parle vraiment de l'investissement en tant que tel. Ce qui est intéressant, si on rajoute finalement l'emploi. Oui. Ce qui est intéressant, mais le je crois ou le visiblement qu'on peut entendre, c'est-à-dire que personne ne sait exactement ce qu'il y a derrière ce programme en termes d'éléments de calcul, de construction du programme Choose France. Ouais, justement, c'est la question que j'avais. Si je comprends bien, c'est 15 milliards sur plusieurs années. Vous confirmez que c'est bien sur plusieurs années ? Quand vous construisez, par exemple, une grande usine ou un data center, là, il est annoncé en mai 2024. Il est fort probable, moi je ne suis pas ingénieur dans ces secteurs-là, mais il est fort probable qu'il va pas être construit, que tout le projet ne sera pas fini à la fin de l'année. Donc très probablement que ça va durer sur 2025. C'est 15 milliards de montants qui sont engagés actuellement. Mais alors, j'ai une question ces dépenses d'investissement vont s'étaler. Très bien. J'ai une question un petit peu orientée et gênante peut-être. Si on compare avec des pays comme l'Allemagne, est-ce qu'on a un élément de comparaison pour une période de temps à peu près identique sur les investissements étrangers faits en Allemagne ? Alors, il y a plusieurs études. Il y a une étude qui circule beaucoup et qui est intéressante, c'est le baromètre fait par Ernst & Young, le cabinet américain qui chaque année essaie d'estimer les projets d'implantation d'entreprises étrangères dans chaque pays. Et la France va sortir première en Europe cette année encore, ça fait plusieurs années. Donc ça, c'est plutôt un chiffre positif pour l'économie française. Après, oui, il y a aussi des gros projets d'investissement en Allemagne. Il y a eu Intel qui a lancé une grande usine de semi-conducteurs. Il y a eu quelques années Tesla qui a préféré Berlin à la France. Donc oui, il y a des grands projets en France, il y a des chiffres positifs, mais bien sûr que les autres pays ont aussi de l'attractivité, il ne faut pas se mentir. Mais Sylvain Bersinger, tiens, vous parliez de Tesla qui est allé s'installer à Berlin plutôt qu'en France, comme la France a été en compétition. Comment expliquer, alors Tesla, elle venait de Chine, même si c'est une marque américaine, celle qui était vendue en France, comment expliquer que Tesla, par exemple, aille en Allemagne, pays à haut salaire et à coûts de salariaux élevés, et que ces BYD ou MG, eux, vont en Hongrie, pays à faible coûts salariaux. Qu'est-ce qui manque à la France pour qu'ils viennent en France ? Alors, il y a aussi des entreprises qui viennent en France. C'est le cas de dans l'automobile, pas dans l'automobile. C'est d'intérêt des entreprises. Après, sur le cas précis de Tesla, je ne saurais pas vous répondre parce que je ne suis pas expert du modèle d'affaires spécifique de Tesla. Mais l'Allemagne, alors oui, c'est vrai que c'est un pays à haut coût salarial, mais qui a aussi un très grand savoir-faire dans l'automobile et l'industrie. Et quand une entreprise décide de s'implanter ici plutôt que là, elle regarde les coûts salariaux, mais elle regarde aussi tout ce qu'on appelle compétitivité hors coût, le savoir-faire, les infrastructures, les aides. L'Allemagne aide aussi à accorder des subventions aux entreprises qui investissent chez elle. Donc, c'est-à-dire que quand une entreprise, mettons américaine ou japonaise, cherche un site d'implantation en Europe, à peu près tous les grands pays européens sont en concurrence pour essayer de l'attirer. Et évidemment, la France parvient pas toujours à remporter à attirer de sites chez elle. Mais bon, c'est un peu normal aussi que dans un monde concurrentiel, on ne gagne pas à tous les coups. Philippe Bilger, à votre avis, pardon. Non, mais je vous en prie. À votre avis, Sylvain Bersinger, comme le président de la République, et il le fait assez volontiers, s'est vanté de la cohérence de sa politique depuis 7 ans. Est-ce qu'à votre avis, il y a une ligne directrice qui, en effet, mérite d'être saluée, ou est-ce que vous ne sentez pas cette cohérence ? Alors, sur le côté, la volonté d'attirer des entreprises et de se montrer, entre guillemets, pro-business, je crois que le président Macron, depuis 2017, là-dessus, il a été cohérent. Il a toujours affiché cette volonté d'être proche du monde de l'entreprise. Ça a d'ailleurs beaucoup été reproché.
d'aller vers plus de flexibilité sur le marché du travail, de baisser les impôts de production, bon, qui sont des mesures qui peuvent être utiles, qu'on peut critiquer sur d'autres aspects. Donc je pense que ça ligne un peu volontaire vis-à-vis des entreprises étrangères, il y a une cohérence dessus. Après, il y a des résultats intéressants. On voit Choose France, on voit cette étude d'Ernst & Young qui montre que la France est championne d'Europe pour attirer des investissements. Après, la production industrielle continue de se traîner. Le chômage a baissé, mais il baisse aussi dans d'autres pays. Donc oui, il y a eu des résultats de cette politique qui a une certaine cohérence. Après, ce n'est pas non plus une politique qui a permis, quand on se compare à d'autres pays, qui a permis des résultats absolument extraordinaires. Sur la situation géographique, puisqu'on parle beaucoup des territoires, hein, là on parle de Dunkerque, on parle du Grand Est aussi, est-ce que c'est une manière aussi de redynamiser des territoires qui ont perdu leur industrie ? Alors c'est possible, ce qu'il y a, c'est que l'industrie, souvent, en tout cas plus que les services, se localise plutôt dans les territoires, en province, puisque une grande usine, évidemment, vous ne la mettez pas à Paris, vous la mettre en Île-de-France, mais en grande couronne. Les territoires désindustrialisés, vous parlez de Dunkerque, ils ont un grand avantage, c'est qu'ils ont du foncier disponible. Que quand vous construisez une grande usine, un des défis, c'est d'avoir un terrain constructible pour y implanter des activités industrielles. Et à Dunkerque, par exemple, il y avait toute la zone portuaire qui avait été en partie désindustrialisée, qui a pu être réindustrialisée. Donc oui, un des avantages de l'industrie, c'est que plus que les services, elle est diffusée dans l'ensemble du territoire français. Et donc c'est une des raisons pour laquelle la réindustrialisation est, je pense, un objectif qu'il faut essayer de pousser. C'est que la répartition économique de l'industrie est plus diffuse sur le territoire que par exemple la finance qui se concentre dans quelques quartiers parisiens. Merci beaucoup Sylvain Bersinger d'avoir été avec nous, chef économiste chez Asterès, le cabinet de conseil dans le domaine économique. Merci Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Qui est le meilleur investissement de Sud Radio, on peut le dire ou pas. Mais moi j'ai tout misé sur lui, j'ai mis toute ma fortune. Vous l'êtes pas mal, Vous avez mis comme appareil, c'est bien. Oui, c'est bien. Merci Loïc Guérin d'avoir été avec nous pour cette rentrée des classes de Philippe David et moi-même. Merci beaucoup Pierre-Yves Martin. Merci à vous. Pour ce bronzage. Vous savez que vous avez un bronzage aux couleurs de Sud Radio, vous le savez ça ? Oui, c'est fait exprès. C'est pour essayer de convaincre et pour toucher une rémunération. Il y a une espèce de camailleux de rouge magnifique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans un instant. Les vraies voix citoyennes. On en parle avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On va vous parler de sujets très importants. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite.